Découvrez le premier roman d'Elisabeth de Caligny, un thriller fantastique qui vous plongera dans d'antiques croyances. La campagne de précommande Ulule est ouverte jusqu'au fin décembre. Et pour vous donner envie, voici un court extrait lu par Elisabeth de Caligny, pour votre plaisir, mais sans vous spoiler l'intrigue. L'ordre des choses, c'est un roman, mais c'est également une réalité. Et on ne s'en rend pas compte, mais il y a toujours un ordre dans les choses. Je vais vous lire deux extraits de ce roman, l'un tiré du tout début du livre, et puis un autre un peu plus loin dans le temps. Vous verrez que le décor a bien changé et que l'héroïne n'est plus ce qu'elle était, si je puis dire. Elle s'est déjà transformée. Premier extrait. Loïc Machin-Chose avait finalement pris ses 20 ans incompressibles. Le tarif maximum pour une affaire de ce type, avec un profil tel que le sien. En dépit du talent avéré de son jeune avocat, la cour d'assises, comme les jurés, lui avait trouvé aucune circonstance atténuante. Pourtant, il n'avait pas lésiné sur les trémolos et les effets de manche au fil de sa brillante plaidoirie. Mais tous ses efforts s'étaient révélés vains. Ce rustre et cruel crétin amoureux des abeilles avait enfin payé pour l'ignoble assassinat de sa malheureuse moitié et de son innocent gamin. Tant qu'à faire aussi pour tous les scarabées, les moustiques ou les fourmis, que probablement il avait sadiquement torturés avant de rageusement les achever d'un sinistre écrasement. En définitive, mon besogneux article, tentant de lui allouer quelques miettes d'humanité, n'avait servi à rien. Sans surprise, la nouvelle du verdict m'avait laissé de marbre. Au fond, je m'en étais presque réjouie, même si ce sentiment défoulatoire m'avait fugacement dérangé. C'est dans la foulée ou presque que j'avais pris la décision de balancer ma démission à Alex. En me repassant le film de cet acte de courage inouï, j'en frémis encore. L'avant-veille du réveillon, qu'une nouvelle fois je passerai en solo, j'avais déboulé aux aurores dans son bureau, tout sourire et en grande beauté. Il allait voir ce qu'il allait voir et de quoi j'étais capable. Avant d'entrer dans l'arène, j'avais répété mon grand final jour après jour et n'avais négligé aucun détail de fond comme d'apparence. Je m'étais interdit le droit à l'erreur. Le texte de son congédiement de ma vie, car c'était bien de cela qu'il s'agissait, plus que d'autre chose, avait été rédigé puis appris par cœur avant d'être répété avec concentration. J'avais maintes fois visualisé la scène ultime afin de ne pas être prise de court par l'émotion le moment venu. Les tout derniers jours, je m'étais même risquée à une audacieuse mise en condition face à l'ennemi, alors qu'il relisait consciencieusement ma prose inévitablement insipide lors de notre matinale débriefing. Je m'étais ainsi appliquée à le détailler pour le voir tel qu'il était, sans me voiler la face, sans faire abstraction cette fois de tout ce qui me dérangeait. Pour ce faire, je m'étais imposé d'avoir l'œil aussi aiguisé que celui d'un entomologiste étudiant un spécimen inconnu de migale, dégoté par hasard dans la jungle amazonienne. J'avais alors reluqué, sans complaisance, son austère bobine de censeur, dont la bouche tombante, à force de ne plus jamais me sourire, présentait désormais de troublantes similitudes avec celle d'un vieux brochet solitaire. Je me gobergeais intérieurement à la vue de ses cheveux grisâtres, passablement clairsemés au sommet de son crâne, dont la peau luisait un peu sous l'éclat de la lampe. L'épaisse crinière de ses cheveux bruns qui m'avait tant séduite n'était plus qu'une pauvre toison mitée. Ah, ah, mon lion avait définitivement perdu de sa superbe. En cet instant, je ne trouvais décidément plus rien de séduisant. C'est donc sans état d'âme que je lui avais balancé en douce ma muette estocade. Par 3 fois, il avait relevé le nez pour me toiser, comme si l'intensité de ma pensée avait dérangé sa lecture. À un moment, son regard sombre m'avait surprise en flagrant délit de béatitude. Peu habitué à la chose depuis belle lurette, il m'avait demandé, presque inquiet, si tout allait bien. Mais oui, j'allais un peu mieux, Alex. Mais si tu savais ce qui t'attend au pépère. Puis vint le jour tant attendu, celui de la grâce magnifiée. La veille de la mise à mort, j'avais prétexté une séance de shopping de Noël pour éviter de passer au bureau afin de filer chez le coiffeur. Tant qu'à faire, changement de vie, changement de coiffure. Comme de son côté, l'idée lui était venue d'aller faire la même chose, et je veux parler du shopping, il avait pour une fois ravalé ses commentaires aigres-doux et s'était contenté de secouer vaguement la tête en signe d'assentiment, ceci, bien entendu, sans daigner me jeter le moindre cil. Le lendemain matin,
J'avais déboulé, dépouillé de mon habituelle tenue de passe-muraille. Je vais évidemment parler de l'éternel petit tailleur grisouille dont je m'affublais à l'époque, jupe ou pantalon selon la saison, décliné dans tous les modèles et toutes les nuances depuis 20 ans pour me donner l'air sérieux. J'avais ainsi expérimenté toutes les nuances de gris bien avant l'heure, mais pas dans le même registre. Au petit matin du grand jour, j'avais enfilé à la place un pull et un jean noir. J'avais aussi exhumé d'une penderie l'antique veste Chanel rescapée du tailleur rose d'une vieille amie de mon père, un trésor des années 70 que j'avais conservé comme une relique. À force de me voir la reluquer, elle avait fini par m'en faire cadeau. Cette merveille faisait toujours son petit effet dans les grandes occasions. Le rose te va si bien, ma chérie. Une fois plantée face à lui, j'avais croisé son regard presque effaré. « Mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux ?» Ce que j'avais fait à mes cheveux? Mais mon chou, je les ai zigouillés, je les ai sacrifiés sur l'autel de ma liberté. Tu les avais bien, hein, mes cheveux longs, relevés en austère chignon pour que l'on voie ma nuque. Oh, ma nuque, qu'est-ce qu'elle te faisait fantasmer? Tu la picorais goulûment de baisers, jusqu'au jour où, eh bien, le chignon terminait mon trésor. La brune aux yeux bleus finit aussi. Vive les mèches blondes, vive la coupe au carré dégradé court, ébouriffée à la sauvage. 10 ans de moins, m'avait assuré la coiffeuse. Eh bien, elle avait raison, et même plus que cela encore. J'avais alors profité de l'effet de surprise pour te balancer ma sentence comme une ultime aumône. Au final, ça avait été bref et concis, sans la moindre justification. Je vous quitte, toi et ton journal à la con. Sans attendre, j'avais tourné les talons et retraversé au pas de charge la salle de rédaction encore déserte. J'avais à peine atteint la sortie, cette frontière qui allait à jamais me séparer de toi, que je t'avais entendu hurler. « Non, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu perds la tête ou quoi, Eva? Reviens ici immédiatement, faut que je te parle. » Trop tard, mon adoré. De toute façon, cela fait belle lurette que tout avait été dit et qu'il n'y avait plus rien à ajouter. Cette fois, j'avais largué les amarres et pris le large pour de bon. Et là, nous allons voyager dans le temps et nous allons aller un tout petit peu plus loin. C'est une fois sortie de la maison que je ressentis une curieuse sensation, comme une impression que le temps s'était arrêté et que le paysage s'était figé. Je perçus alors une espèce de vibration courant le long de ma colonne vertébrale qui allait en s'amplifiant. Puis ce fut un son étrange qui, lui aussi, alla crescendo. Je compris vite qu'il avait un lien avec cette vibration qui était en train de se répandre, telle une onde dans mon corps. C'est alors que je perçus comme une voix. En fait, non. C'était une sorte de souffle, mais je crus pourtant entendre. Là est le son primordial, celui des origines. Et je ressentis aussitôt une sensation de vide pas très agréable, il faut bien le dire. Des pensées m'assaillirent de toutes parts, que je ne pouvais faire cesser, celles que j'avais toujours refusées. Il y avait aussi des images qui défilaient comme des extraits de films en accéléré. Je reconnaissais vaguement des scènes de ma vie que j'avais oubliées, jusqu'à ce qu'une pensée plus intense que les autres s'impose à moi. Celle-là résonna comme une évidence, celle que je ne m'étais jamais sentie à ma place. Souvent, je m'étais demandé qui j'étais vraiment et d'où je venais. La réponse m'arrivait enfin. Tu es de nulle part. Ah oui, c'était cela. Je venais de nulle part et je me sentais apatride, une apatride égarée sur une planète d'agité. Et le pire est que j'avais tout fait pour leur ressembler. Oh, bien sûr, au début, je m'étais donné un mal de chien pour que ma différence ne se voie pas trop, et surtout pour écarter ces pensées dérangeantes et culpabilisatrices qui me harcelaient bien souvent. Le plus incroyable est que j'y étais parvenue, et même on ne peut mieux, au point de finir par oublier qui j'étais. En cet instant particulier, je réalisais que j'avais toujours joué au chat et à la souris avec moi-même, en reniant farouchement mon statut d'immigré. J'avais menti aux autres, autant que je m'étais menti à moi-même, mais avec un certain talent, je dois en convenir. Maintenant, je savais que la partie était en passe de s'achever et que désormais, je ne pourrais plus jamais jouer. C'est alors que je perçus le babil du vent dans les feuillages, le paysage s'anima à nouveau et un goéland poussa son cri qui m'a fit sursauter. Cela acheva de me sortir de cet étrange état. Je sentis aussi qu'une main était posée sur mon épaule. L'ultime pensée qui me vint en tête fut que désormais, je ne serais plus jamais seule sur le chemin. Je lui proposai de rejoindre le bureau de mon grand-père. J'avais moi aussi des confidences à lui faire et des choses à lui montrer. Une fois là-haut, je lui débitai d'un seul trait le récit de mes 2 songes.
Mais je me gardais bien de lui avouer la bouffée d'amour intense que j'avais ressentie à la vue du cavalier aux cheveux bruns. J'étais encore dans la retenue. À cette évocation, je le sentis ébranlé, probablement pour les mêmes raisons que les miennes, toujours au nom de ces satanées convenances, du moins le pensais-je. Pour autant, il ne me coupa pas la parole et me laissa poursuivre ma confession. Je lui rapportai ensuite la scène à laquelle j'avais assisté, cachée avec Yann au creux d'un buisson. Je ne lui tue pas non plus le drame qui avait frappé le technicien, tout comme celui d'Erwan, dont je lui rappelais qu'il était l'homme hagard, soutenu par deux autres, celui-là même qu'il avait aperçu alors que nous prenions un verre sur le port quelques jours auparavant. Finalement, et alors que c'était pourtant dans mon intention première, je me gardais de lui faire lire le journal de Vladimir. Il contenait trop de secrets qu'il n'avait pas à connaître, du moins pas pour l'instant. J'évoquais enfin les trois druidesses de Sénat, qui étaient manifestement celles que nous avions vues apparaître la veille flottant au-dessus des flots, en lui expliquant que certaines légendes voulaient qu'elles aient fait une halte ici après avoir abandonné leur île. Le seul commentaire qu'il s'autorisa les concernait. Lui aussi les avait reconnus, car il savait. Il en était question comme du secret du trou aux druidesses et de quelques autres dans les archives qu'il avait consultées au château. Je réalisais alors que, sans que je m'en sois rendu compte, le temps s'était écoulé à une vitesse phénoménale. La lumière extérieure était déjà en train de décliner. Que pouvais-je faire d'autre? Sinon lui proposer de rester pour la nuit. Il pourrait occuper la chambre d'amis, comme la fois précédente. Mais il murmura simplement qu'il préférait rentrer. Quelques minutes plus tard, son bateau s'éloignait dans les dernières lueurs du jour. Je n'avais pas eu le droit à une étreinte, ni même à un simple baiser. Il s'était contenté de me caresser la joue en me contemplant tendrement. Alors que le cœur serré, je le voyais une fois de peut-être fuir. Mon portable sonna. C'était Yann qui m'annonçait qu'il avait gravé ma pierre, plus vite qu'il ne le pensait, et qui proposait de venir me l'apporter dès le lendemain. Voilà. Merci Elisabeth pour cette passionnante lecture. À votre tour, vous pouvez retrouver Elisabeth sur cette campagne de précommande jusqu'au 20 décembre, mais aussi dans les pages de Génération Cité d'Or très régulièrement. À bientôt.